Lundi de Pentecôte, journée de la solidarité. On travaille aujourd'hui pour nos aînés. Une pensée donc à Bernie Ecclestone et également à Flavio Briatore qui vont récolter les fruits qu'on aura semés aujourd'hui. Bienvenue pour le débrief du Grand Prix de Monaco. Bienvenue pour le retour des pistonnés après une pause Formule 1 bien sûr imposée. Tic et Tac sont bien présents. Monsieur Hamza Ramani, Monsieur Brice Germain. Toujours un régal de vous retrouver les gars. Comment ça va mon Manu ? Ça va très bien, très bien. Moi quand je vous vois les gars, tout va bien. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est quand je suis privé de vous voir comme la semaine dernière que ça va un peu moins. C'est un petit peu notre Madeleine de la semaine de se voir. Attention, on va se choper. Ouais. On se calme. Hamza, ça va ? Ça va très bien. Depuis une dizaine de jours, ça va très très bien. Je revis. Il y a Tonton qui a retrouvé un boulot. Tonton. Il parle de Marcelo Bielsa. Voilà. Pardon, excuse-moi. Oula, j'avais pas vu. Ça te dirait pas de Gorée Sport un jour quand même ? Écoutez, c'est pas grave. On aime la vie ici. On aime le sport, on aime la vie, on aime les sportifs. Et les grands hommes surtout. Mais malheureusement, Fernando aurait pu me faire passer encore un meilleur week-end, mais on en parlera tout à l'heure. À moi aussi, bien évidemment. Très beau t-shirt, mon cher Hamza, avec bien sûr Marcelo Bielsa. J'en profite pour faire un petit coucou à nos copains de Slick, la collection Slick, qui nous a fait quelques cadeaux. On vous en parlera la semaine prochaine. On vous fera même gagner un très 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 joli t-shirt. Mais tout ça, voilà, je garde tout ça pour la semaine prochaine. Et on fera un shooting sur piste le 10 juin. Ouais, exact. Ouais. Exact. On fera un shooting sur piste. De journaliste à top modèle, quelque part, il n'y a qu'un pas quand on est. On nous a dit qu'il fallait qu'on devienne influenceur. Alors moi, du coup, j'ai acheté de la SAP et tout. C'est pour ça. Notre invité, vous avez reconnu sa silhouette. À chaque fois qu'il est de passage à Paris, il a eu la bonne idée de nous insérer dans un agenda pourtant surchargé. Monsieur Jean-Luc Roy est avec nous. Salut Jean-Luc. Salut Manu, salut Tic, salut Toc. Et l'inverse. Comment ça va Jean-Luc ? Formidablement bien, après un Grand Prix de Monaco intéressant et surtout des qualifs formidables. Puis bon, quand on est là pour parler avec des passionnés de F1, ça ne peut qu'aller très bien. Exactement. Alors, je vous rappelle bien évidemment que cette émission est à retrouver désormais aussi en podcast sur toutes les plateformes. Donc Jean-Luc, on te demandera, comme sur RMC, de parler le plus proche possible du micro pour avoir le truc. Et tu disais... En avant-émission, à chaque fois que Jean-Luc vient, il y a un certain pilote qui fait parler de lui souvent bien. Non mais attends, ça fait 6 courses qui fait podium. Donc, au bout d'un moment... Comment ça, je n'aurais aucun mérite dans cette histoire. Ça commence bien. Bon, je me casse, allez. Au Grand Prix de Hongrie, il a pas fait parler de lui en bien, hein. Je suis désolé, hein, je vous rappelle que vous étiez là en mode... Oh, alors, c'était annonciateur quand même de bonnes choses. On le savait pas à l'époque. Oui, voilà. Donc, Et puis Montagny sur Canal, avec un petit... a dit que c'est Alpine qui avait mis à la porte et Boulier derrière rigolait. Enfin bref. C'est vrai. On dit ça, on dit rien. C'est vrai. On risque d'en parler un petit peu plus tard dans cette émission. Les amis, bien évidemment, le débrief de ce Grand Prix de Monaco est le 3e rendez-vous d'un week-end qui est toujours aussi chargé pour les pistonnés, qui commence le samedi sur Winamax avec pole position et puis toujours avec la course aussi également à vivre en direct. Alors ça ne sera pas le cas pour le prochain Grand Prix d'Espagne, mais ce sera le cas jusqu'à la fin de la saison, toutes les courses en direct, sans les images, hein, c'est du commentaire radio bien évidemment, pour parler avec tous les passionnés que vous êtes. Les 4 enseignements, on les découvre dans le cadre de ce débrief monégasque. Alonso pouvait-il prendre une 33e victoire ? C'est la grande question qu'on s'est posée toute la nuit avec Hamza, on a très très peu dormi, on a peut-être une réponse à vous apporter aujourd'hui. Ocon qui fait décoller Alpine, Pérez qui s'est noyé à Monaco, et puis Monaco, une ode à la qualif, on va en reparler bien évidemment de tout ça. Il y a un sujet aussi également dont on ne parlera pas, donc on va en parler avec toi mon cher Hamza, c'est Victor Martins qui nous a offert une belle frayeur hier. Grosse frayeur, ouais, c'est effectivement ce qui s'est passé en Formule 2, puisque Jack Doohan s'est crashé, voiture incendiée, drapeau jaune, double drapeau jaune, et Victor Martins qui manque d'écraser 2 commissaires qui étaient sur la piste. Donc grosse frayeur, ça me peine que ça tombe sur Victor en l'occurrence. J'aurais préféré par exemple que ça tombe sur le 5e français, initial RN. Non mais plus sérieusement, c'est vrai que moi ça me... c'est vrai que ça me... Moi j'ai toujours... Et Mazepin, il était quand ? C'était il y a 2 ans en Formule 1. Ouais, moi j'ai toujours été conciliant envers le manque de talent, le manque de performance, le manque... parce que c'est un sport, et il y a des meilleurs, il y a des moins bons, il y a des vraiment moins bons, ça peut arriver, et on a tous nos limites. Par contre, dans le sport automobile, je ne tolère pas quand on joue avec la sécurité, quand il y a un manque de sécurité. Et en l'occurrence, quand on voit les caméras embarquées, encore une fois, on est passé vraiment très très près d'un drame. Alors, dans cette situation, il y a 2 cas. Il y a le comportement du pilote et la direction de course. Effectivement, ça semble logique que tu mettes un drapeau rouge alors que tu as des commissaires qui viennent intervenir pour évacuer une voiture. Et les commissaires à Monaco, Dieu sait qu'ils sont efficaces, mais c'est pas des magiciens. Ils ont mis 4 minutes 17, les commissaires de course, il y a eu 4 minutes 17 entre
l'accident et le drapeau rouge. En 4 minutes 17, il peut se passer énormément de choses. Et en 3 minutes à peu près, les commissaires ont évacué la monoplace de Jack Doohan après avoir éteint l'incendie. Parce que je rappelle que la voiture avait pris feu. Donc sur d'autres circuits, on met un quart d'heure pour enlever un débris. Sur d'autres circuits, au début des années 2010, il y a même une Jeep qui roule en même temps que les pilotes. Bonjour la Corée du Sud. Et effectivement, il y a cette mauvaise décision, je pense, même si je n'ai pas toutes les cartes en main, de la direction de course de ne pas avoir tout de suite immobilisé cette course. Maintenant que l'on dit cela, même lorsque la direction de course semble faire une erreur aussi importante que celle-là, il y a un code à respecter en piste. Le code des drapeaux, c'est un code qui est commun à tout le monde. Ça veut dire que si nous 4, demain, on fait un karting, la première chose qu'on nous apprend, c'est la signification du drapeau jaune. Quand il y a un drapeau jaune, quand il y a un double drapeau jaune, on doit ralentir. Agiter, bien sûr. Et avec en plus les panneaux lumineux désormais, on doit significativement lever le pied, ralentir même. Et être prêt à s'arrêter. Prêt à s'arrêter, effectivement. Et ce qui m'agace profondément dans cette affaire, c'est qu'en plus, Victor arrive dans une zone où il ne voit pas ce qui se passe. Parce qu'il voit des drapeaux jaunes, il voit des doubles drapeaux jaunes. Mais comme on est à l'aveugle, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est justement parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière et qu'il y a un double drapeau jaune qu'on doit ralentir de manière significative. Et là, le comportement, excuse-moi, je terminerai là-dessus. Ce qui s'est passé avec Victor, alors il a été pénalisé derrière d'un drive-thru. Si c'était arrivé en Formule 1, il aurait certainement eu des points de pénalité assez importants. Je ne sais pas si la pénalité est suffisante. Encore une fois, ça me peine que ça tombe sur Victor et sur un pilote français, sur un pilote Hart. Mais moi, je ne transige pas avec la sécurité. Et en l'occurrence, on n'est pas passé loin d'un drame. Sachant qu'au bout de la nuit, je suis retombé sur une vidéo au même endroit, à Monaco, 2005. Je crois que c'était en Formule Renault. Maldonado. Où Pastor Maldonado a renversé de manière assez violente. Et je mettrai la vidéo, je retweeterai la vidéo, comme ça vous la verrez. Un commissaire qui du coup... vous voyez les cascades alerte Cobra, où on court vers la voiture, on saute, on fait 18 roulades dans l'air et puis on retombe sur ses pieds. Là, il y a eu tout ça, sauf qu'il y a eu un commissaire blessé. Je crois qu'il avait une fracture de la clavicule ou de l'épaule et il s'en sort très très bien quand tu vois l'image qui était vraiment effrayante. Donc on n'est pas passé loin d'un drame. Et encore une fois, le respect des drapeaux, c'est indispensable dans le sport automobile. Maldonado qui avait été exclu, si je dis pas de bêtises, vous me corrigez sinon dans les commentaires, mais qui avait été exclu suite à ce move. Tu voulais rajouter quelque chose, Brice ? On a l'impression aujourd'hui, et je crois que c'est un peu l'introduction de la Virtual Safety Car qui a créé ça, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, le drapeau jaune devient dans la tête du pilote un moment où il faut perdre le moins de temps possible sur le secteur où le drapeau jaune est. Et du coup, qu'on essaye de minimiser la perte que ce drapeau jaune va créer. On a énormément aujourd'hui d'investigations pour vitesse excessive sous drapeau jaune, parce que justement, les drapeaux jaunes, à 90% du temps, sont mis dans des situations où le danger n'est pas aussi violent que ce qu'il a été dans Massenet à Monaco. Et là, effectivement, Victor Martins a vu un double drapeau jaune, et presque... comme si c'était classique en fait de voir ça et de se dire je vais éviter le danger, parce que aussi maintenant on a énormément de drapeaux rouges directs dès que quelque chose d'important se passe. La sacralisation du drapeau jaune a été un petit peu perdue vis-à-vis de ça, et la notion du danger a été un petit peu perdue. Maintenant qu'on a parlé de Victor Martins, il faut aussi parler justement de la manière dont sont agités les drapeaux à Monaco. On a des commissaires qui se plaignent sur les réseaux sociaux en ce moment d'avoir un rôle trop peu important du côté de Monaco, parce qu'on leur ordonne de faire apparaître le drapeau jaune via écran et non via drapeau, justement. Ce qui n'était pas le cas sur cette situation. Il y en a eu 2, mais très tard. C'était avant le deuxième gauche. Il y en a eu 2, il y en a eu 3 à droite et 2 à gauche. Oui, mais il n'y en a pas en bas de Saint-Dévote. Non. C'est vrai. C'est ça, mais ceux de droite, on les voyait bien quand même. Oui, mais avec la cam embarquée. Si tu, à cette vitesse, je sais pas. Si tu te mets dans la place du casque de Victor, après tu vas me dire que les 21 autres pilotes l'ont vu. Voilà. Et pas Victor. Mais... Alors pas les 21 parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient sous investigation. Ah oui. Et finalement ensuite il y a Victor seulement qui a été sanctionné. Mais en fait, si tu prends ce point de vue-là, tu ressors de Saint-Dévote, tu te cales sur la droite et derrière ton casque va directement se mettre sur le gauche qui part. Si ton casque se met comme ça, tu vas voir que le double drapeau jaune qui est mis juste avant l'entrée de Massenet. Et ce double drapeau jaune-là, c'est justement celui sur lequel il arrive et où les 2 commissaires lui font, en plus de ça, lui font comme ça, pour lui dire « écarte-toi, tu vas t'en manger une ». Et effectivement, là, il faudrait redoubler d'écrans, de drapeaux, de choses comme ça, parce que je pense qu'on ne peut pas se permettre, dans cette situation-là, qu'un pilote, pour X ou Y raison, le rate. On avait même eu le débat par rapport à Lewis Hamilton à Monza, quand il rentre au stand en oubliant que la voie des stands est fermée.
l'affichage de pit lane closed est pas assez visible. Et c'est le problème de ces écrans, c'est que au final, agité, ça crée un mouvement, un vrai mouvement pour l'œil, et un écran, à la rigueur, le clignotement de l'écran, il y a tellement d'informations, les drapeaux bleus, les trucs comme ça, qu'on peut arriver finalement à l'oublier. Cela dit, ce qu'a fait Victor, effectivement, est dangereux. C'est difficilement pardonnable, mais au final, c'est un jeune pilote. Heureusement, il ne s'est rien passé. Oui, mais tu vois, encore une fois, l'excuse de la jeunesse, moi, je l'entends, mais le drapeau jaune, on l'apprend si tu commences le karting à 4 ans. À 4 ans, oui, c'est le premier truc que tu apprends. Oui, bien sûr. C'est ça que... Même en carte de log. Même en carte de log, c'est le premier truc que tu apprends ensuite. Exactement. Voilà pour cette petite grande page F2 pour commencer cette émission. On a perdu un petit peu de temps, mais c'était important, bien sûr, de le préciser. On lance tout de suite le débrief du Grand Prix de Monaco. Reparlons Formule 1. Il y a une course dimanche. Il y a surtout eu une superbe qualif samedi. On en parle tout de suite. Allez, on est lundi, mais on se remémore quand même le classement à l'arrivée de cette 6e manche du championnat du monde de Formule 1 avec la 39e victoire de Max Verstappen, le 5e podium cette saison de Fernando Alonso, le premier d'Esteban Ocon, 3e en carrière. Hamilton Russell avec une voiture, une Mercedes avec ponton, termine dans le top 5. Leclerc et Sainz aussi également dans le top 10. À noter la très belle course, mal récompensée, mal payée pour Pierre Gasly. Et puis Norris et Piastri qui viennent compléter les points. Vous avez vu les 4 renseignements tout à l'heure. On va attaquer tout de suite, bien sûr, avec le premier. Et on va se poser la question, est-ce que Fernando Alonso pouvait aller chercher hier sa 33e victoire en carrière? Petit rappel des faits ensemble, les amis. On a la sensation qu'Aston, en tout cas, avait tout pour gagner. Une voiture facile, nous disait Fernando Alonso vendredi. Une voiture bonne en virage lent, avec une excellente traction, ce qui est généralement une bonne chose du côté de Monaco. Pas de ligne droite, donc moins d'handicap aussi également pour cette voiture. Et puis, samedi, on a bien cru à la pole. On en parlait, Jean-Luc, tout à l'heure. Il était si proche, Fernando Alonso, d'aller chercher cette pole position. Malheureusement pour lui, il y a eu la maestria et ce tour magique de Max Verstappen. Et puis, sur les circonstances de course, aurait-il vraiment pu jouer la gagne? Il est parti avec ce pari des pneus durs. On sait que l'overcut marche très très bien généralement du côté de Monaco. Verstappen, en plus, s'est retrouvé piégé par le trafic, a dû étendre son premier relais en médium pour justement essayer de couvrir un petit peu la stratégie de Fernando Alonso. Résultat, quand Fernando Alonso s'arrête une première fois au stand, il y a seulement 8 secondes d'écart entre les deux pilotes. On rappelle que Fernando Alonso a opté pour les médiums, en accord d'ailleurs, on a réécouté toutes les radios hier dans la nuit, en accord avec son ingénieur, en accord avec son équipe. Malheureusement pour lui, lorsqu'il ressort des stands, eh bien, il pleut trop et il doit repasser au 55e tour. À nouveau au stand pour cette fois-ci chausser les intermédiaires. Petit pointage, c'est important. Lorsque Fernando Alonso donc, est ressorti avec les médiums et que Max Verstappen s'est arrêté, lui, un tour suivant pour la première fois en cette course, il n'y avait que 20 secondes d'écart entre les deux pilotes, sachant que du côté de Monaco, un arrêt coûte 20 secondes. Alors la question va être simple, les amis. Est-ce qu'il aurait pu gagner hier Fernando Alonso sans cette erreur, on va dire, globale du pilote et de son écurie sur le jugement, en tout cas, de cette pluie? Je crois que ça fait aucun doute. Pas Jean-Luc, mais je pense que ça fait aucun doute qu'il aurait pu gagner. Alors j'aime bien refaire les courses, surtout le lundi. Oui, alors on peut, avec Dessy, tu sais, on mettrait Paris en bouteille et on aurait fait gagner le Grand Prix de Monaco à une palanquée de pilotes. Bien sûr, il aurait pu gagner, effectivement, tu viens de rappeler les enjeux chronométriques qui sont très clairs, c'est exactement ça. Donc il aurait pu gagner, mais moi je pense qu'il aurait pu gagner le Grand Prix de Monaco en décrochant la pole le samedi, et on va y revenir, je sais, plus tard. Mais oui, parce que en fait, c'est de là que ça part. Parce qu'on le sait, à Monaco, le fait de partir devant, effectivement, d'avoir le choix de thématique, tout le monde l'avait, mais là, de pouvoir maîtriser la course après un bon départ, qui est quand même très court, c'est moins de 300 mètres jusqu'au premier virage, la clé, pour moi, elle était là. Donc le fait qu'il n'ait pas, même s'il a occupé cette pole pendant un moment, c'est là, à mon avis, qu'il a perdu le corps. Alors après, l'erreur stratégique, évidemment, avec le recul, ils ont fait le pari que la pluie allait être passagère et ne pas handicaper la totalité du circuit, parce qu'on rappelle qu'au début, il pleuvait vraiment qu'au bout, à l'extrémité. Donc c'était un choix. Là aussi, personne, avant de l'avoir démontré, ne peut dire ce que je vais perdre là, je vais le regagner ailleurs. Donc c'était un pari perdu, manifestement, mais sans conséquence. Il était deuxième, il finit deuxième. Donc, enfin... Sans conséquence, il y a une victoire qui est quand même partie. Mais on ne sait pas s'il aurait gagné quand même. Alors, il y a plusieurs choses. J'aurais aimé, moi, que il aurait été dur à dépasser quand même. Fasse le pari avec Stroll. Pour voir. Quitte à faire un pari. Oui. Exactement ce qu'a fait Red Bull avec Perez. Normalement, deuxième pilote, il sert à ça. Voilà. On fait une tentative. Et le deuxième pilote, c'est le premier pilote. Lance Stroll, en l'occurrence, il s'arrête 3 tours avant. Il s'arrête au 52e tour pour mettre les intermédiaires. Ouais.
Donc, moi, je veux bien qu'on soit conciliant avec Aston. J'entends tous les propos, que ce soit Mike Crack, que ce soit Fernando Alonso, disant on ne savait pas trop, peut-être que il est vrai que notre radar disait ceci, mais notre radar n'est pas bon. Il pleuvait sur une partie. Enfin, si je vois, moi, la totalité des pilotes qui étaient sur la piste, la quasi-totalité des pilotes ont fait le choix des intermédiaires. Et puis, je vais revenir, avant de rentrer dans les détails chronométriques, il y a une phrase d'Alain Prost que j'ai trouvée extrêmement lourde de sens et intelligente, mais bon, c'est comme on dit, c'est le professeur, c'est l'ordinateur, et le QI course, il le maîtrise totalement. Dans une situation pareille, parce qu'effectivement, à la radio, Fernando Alonso, lorsqu'il sort du tunnel, il est en discussion et il ne sait pas en fait s'il faut mettre les intermédiaires ou les secs. Il dit virage 7, 8, c'est pour intermédiaire, mais le reste, c'est pour l'instant extrêmement sec. Donc je ne sais pas trop. Il est en phase d'hésitation. Ouais. À la sortie de la piscine, Aston l'appelle pour lui dire de t'arrêter et que tu vas aller chausser les pneumatiques médium. Pourquoi ? Et c'est ce que dit Alain Prost, dans ces cas-là, dans un cas d'hésitation, dans un cas de doute, tu ne vas pas chausser d'abord les intermédiaires, et si tu te trompes, puisqu'effectivement tu n'avais rien à perdre, ensuite chausser les médiums, parce que tu perds moins de temps à faire intermédiaire-médium que faire médium-intermédiaire, si jamais tu t'es trompé. On est vraiment dans l'éventualité où le bon choix. Et là, je pense qu'Aston s'est quand même lourdement trompé, et c'est aussi on le disait à l'époque de Racing Point, lorsqu'on avait une équipe qui avait acheté, entre guillemets, sa voiture, la photocopieuse, la clé USB qui marchait bien, peu importe. À l'époque, on disait, c'est bien, ils ont une voiture performante, maintenant, il faut la développer. Est-ce qu'ils ont les gens pour ? Là, c'est la même chose. Ils ont une voiture performante, mais est-ce qu'ils ont les gens pour prendre les décisions clés à l'instant critique pour aller gagner, comme le fait Red Bull avec Alain Schmitt notamment, le nombre de fois que c'est arrivé sur ces 3-4 dernières années, c'est l'interrogation déjà. Et le nombre de fois où il s'est mis à pleuvoir, mais qu'au final, les pneus slick étaient suffisants pour tenir l'averse qui se passait. Je pense qu'au final, comme disait Jean-Luc, c'est facile de refaire la course. Maintenant, oui, il aurait pu la gagner. Parce qu'en fait, et comme dit Jean-Luc, la qualif a été très importante dans le sens où la deuxième position hier, au moment où l'averse tombe, oblige Aston Martin à faire un pari, alors que Max Verstappen, lui, peut voir venir et prendre la décision au moment où tout le monde l'a déjà prise. Donc Verstappen, il n'a pas fait le bon choix. Il a attendu de voir que c'était le bon choix. Et au final, il s'arrête au tour 55. C'est un des derniers à s'arrêter. Et il est en difficulté longtemps jusqu'à voir qu'effectivement, les intermédiaires sont les pneumatiques qui vont. Donc effectivement, la track position à ce moment-là l'aide énormément pour prendre cette bonne décision. Maintenant, au niveau d'Alonso, il y a un truc que moi je ne comprends pas, parce que là-dessus, sur le truc dire on met inter ou médium, pour moi c'est de l'ordre du pari. Ouais. C'est de l'ordre du pari. Complètement. Ouais. Et je ne dirais pas que c'est une erreur stratégique. Maintenant, pour moi, l'erreur stratégique, elle est où ? Elle est au fait que tu pars en hard, que les pneus hard tiennent, qui ne sont pas détruits de chez détruits, et je ne vois pas l'intérêt de ne pas attendre avec ces pneus hard, au maximum, voir l'évolution de cette piste. Surtout au moment où il commence à pleuvoir. Que ça arrive comme les Ferrari, 5-10 tours avant, où là, elles mettent les médiums à un moment où il ne pleut pas du tout sur le circuit. Je comprends, la stratégie est comme ça. Mais 34e tour pour Sainz même. Voilà, donc on est 20 tours avant, 20 tours avant l'arrivée de la pluie. Ouais. Qu'on fasse ça avec Fernando Alonso à l'instant où le virage 5 et le virage 7 sont détrempés, qu'on se demande s'il faut du slick ou des inters, alors qu'on est sur une stratégie où on part en hard, que les pneus sont pas morts, ça je ne comprends pas. Pourquoi on ne se laisse pas le temps de voir ? Justification de Mike Crack. Mais justement, je voulais te la mettre. Vas-y, parce que vous avez, tu disais, pour moi c'est un pari. Regarde ce qu'a expliqué Mike Crack hier, justement en débrief sur la F1 TV. Il dit on pensait que ce serait qu'une averse rapide. À ce moment-là, il ne pleuvait pas beaucoup et on s'est dit que ça sécherait rapidement vu qu'il faisait chaud. On a décidé de mettre les médiums, mais quand Fernando est reparti, il s'est mis à pleuvoir très fort et on a dû rentrer à nouveau. Ce n'était pas un pari, la décision n'était pas la bonne, mais je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit. Max était trop fort. C'était pas un pari, c'était une erreur. Alors c'est une communication. Ça justifie simplement le fait de dire que si on est deuxième, c'est normal parce que Verstappen est au-dessus. Je pense c'est vrai. Oui, ce qui en soi est vrai, mais sur une circonstance de course, c'est de la com. On est d'accord. Sur cette circonstance de course, il laisse passer une victoire. Oui. Pour revenir sur ce que disait Brice, une possibilité de victoire. Si je peux oui. Alors après, je pense que Verstappen l'aurait dépassé. Parce que à la seconde près, s'il part derrière, il faut encore passer Verstappen. Alors justement, je vais venir sur ces calculs, mais juste pour revenir et conclure sur ce que tu disais, Brice, sur le choix de ne pas s'arrêter au tour suivant, c'est
la justification, elle vaut ce que ça vaut. Moi, j'aurais tendance peut-être à la croire et de dire c'est peut-être le seul moment où ils ont été honnêtes envers nous après la course. Mike Krack avait peur, Aston Martin avait peur que les pneus durs perdent subitement en température avec une piste mouillée. Ce qui aurait été du coup inconduisible. Oui, bien sûr. L'argument vaut ce qu'il vaut. Moi, je l'entends, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va rentrer sur les calculs. Pourquoi est-ce que pour moi, Fernando Alonso, à partir du moment où après, effectivement, il faut garder la voiture entre les rails, mais bon, pour Fernando Alonso, c'est pas le plus compliqué, je pense. Ils ont laissé passer. Il faut s'en occuper quand même un peu. Ouais. Ils ont laissé passer une victoire stupide, une victoire facile, pardon. Pour les pilotes que je vais citer, je vais prendre le tour d'entrée et le tour de sortie. Donc, le début du 54e tour pour la majorité des pilotes. Tu entres au stand, tu changes de pneu, tu repars et tu fais donc le tour de sortie jusqu'au bout. Donc je prends 2 tours pour faciliter le calcul. Out et pit. Donc in, pit, out. Oui. Voilà, sur 2 tours. Au 54e tour, Esteban Ocon, enfin 54-55 pardon, Esteban Ocon tourne en 3 minutes 36 avec l'arrêt. Hamilton en 3,35. Russell, écoutez bien, en 3,53, sachant que Russell, il fait son tête à queue. Exactement. Russell, en faisant son tête à queue, il tourne plus vite il perd 18. que Max Verstappen, qui s'arrête au tour suivant. Un tour d'après, un tour après. Et sur le tour suivant, donc, il fait 55-56. Verstappen, il tourne en 3,56. Ce qui veut dire que, en l'espace d'un tour, Ocon et Hamilton ont pris 20 secondes à Max Verstappen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Alonso, qui entre au stand avec 8 secondes de retard au moment où il s'arrête la première fois, on ressort avec 12 d'avance. Il ressort avec une large avance. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, tu dis, il y a 20 secondes d'écart. Mais le plus important, et qu'on ne prend pas en compte, c'est le 55e tour sous pneumatique médium de Max Verstappen. Alors que les autres, ils sont en terre. Et c'est là où ils perdent du temps. Et c'est là où ils ont laissé passer la victoire. Si Alonso, il fait le choix de Ocon, de Lewis Hamilton, de George Russell, il ressort devant, enfin, Max Verstappen, du coup, ressort derrière lui et il ressort loin, très loin derrière lui. Ce qui est terrible, Jean-Luc, c'est qu'on a l'impression que c'est une terrible occasion de gâcher pour Aston Martin et Fernando Alonso parce que Monaco, parce que les caractéristiques de cet Aston Martin, et on se pose même la question de savoir est-ce qu'il aura une deuxième chance dans cette saison 2023. Je pense qu'elle se présentera, oui, parce que de toute manière, le potentiel, et on l'a souligné depuis le début, bon, Aston est dans le coup, c'est même le principal opposant pour le moment à Max Verstappen. Hein, on va parler de Max Verstappen tout seul, presque, parce qu'on va parler de Pérez plus tard. Donc ça veut dire que on a quand même affaire à 2 doubles champions du monde, face l'un à l'autre, avec quelques années d'écart, certes, mais un talent qui n'en est pas moins évident. Et dans un cas, une machine, je pense globalement, toujours légèrement supérieure, la Red Bull, et surtout supérieure dans tous les domaines et partout. Ce qu'on ne sait pas encore vraiment pour l'Aston, même si elle a l'air de se comporter plutôt pas mal, hein, parce que plus atypique que Monaco, il n'y a pas, naturellement, c'est le circuit le plus lent, enfin, on ne va pas reprendre toutes les caractéristiques. Barcelone, ça va être effectivement encore un autre test grandeur nature, même si malheureusement pour moi les tests hivernaux n'ont plus lieu là, parce que ça c'était un vrai circuit de référence où les équipes pouvaient bien travailler. Bon, on va se perdre ailleurs, c'est un autre débat. Je pense qu'il doit y avoir quelques dizaines de millions de dollars dans l'histoire, mais je pense, je sais pas que c'est comme ça. Ça c'est une idée. Donc c'est dommage, mais bon, pour en revenir à ce que nous disions, oui, il y aura d'autres occasions, parce que Max, même si il est extrêmement fort, enfin on va pas le répéter à chaque phrase, il n'est pas infaillible. Lui aussi, il commet parfois quelques petites erreurs ou quelques approximations, et son équipe également. Et puis, il peut être victime, surtout à Monaco, quand il a commencé à prendre des tours à tout le monde. Un pilote, j'aime pas le mot d'attardé, parce que ça fait vraiment un pilote crétin, on va dire, mais bon, un pilote moins rapide, sur ce tracé avec des armes différentes, il peut commettre une petite erreur de trajectoire. Les commissaires, on en parlait à propos de la F2 ou autre, ne peuvent pas régir. Bref, il peut y avoir un incident. Voilà, un incident dont Max peut être tenu pour responsable ou pas, qui va permettre à Fernando, pour gagner, il faut être là. Il faut être là, deuxième, derrière, voire lui mettre la pression. Donc, je pense qu'il y aura une autre occasion. Voilà, si c'était la question. Et il y a un élément aussi très important qu'on n'a pas souligné, parce qu'on était focalisé sur cette erreur qui coûte la victoire à Fernando Alonso, ou en tout cas ce mauvais choix. Je ne sais pas si on peut parler d'erreur. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est l'aspect stratégique. Le fait de partir en dur pour Alonso et du coup en médium de Verstappen, ça a poussé Verstappen, il voulait s'arrêter depuis longtemps. Max Verstappen déjà, c'est ce qui lui permet du coup de gagner aussi. Et en fait, le fait de pousser le relais jusqu'au bout, du bout pour Max Verstappen,
Alonso, il n'a jamais passé la barre, s'il y a un moment, peut-être la barre des 10 secondes, mais il était plus ou moins à 8 secondes. Oui, et à un moment, il était à 12. Ouais, c'est ça. C'était en début de course quand il y a eu ce problème. Verstappen arrive sur le trafic. Ouais, Et exactement. Avant qu'il commence à s'engueuler dans le trafic, Exactement. Oui, là, il a perdu 4 secondes, pratiquement. Le trafic de son coéquipier, d'ailleurs. Et en fait, notamment. Et en fait, tu te retrouves dans une situation où Red Bull était dans l'obligation d'attendre ce qu'allait faire Alonso pour ne pas se faire piéger éventuellement plus tard par une voiture de sécurité ou même par un drapeau rouge qui aurait là offert la victoire à Fernando Alonso. Et on sait que du côté de Red Bull, bien sûr, et on sait que du côté de Red Bull, on a cette vocation, quand on construit une stratégie, à essayer d'éliminer toutes les variables possibles, à laisser le moins de chance au hasard. Et ça permet parfois d'avoir des pilotes comme Verstappen qui vont faire 55 tours avec un pneumatique médium alors qu'il voulait peut-être s'arrêter dès le 30 ou 35e. Tu sais, on va enfoncer une porte de garage ouverte. Quand on est devant et qu'on a X secondes d'avance, 12, 10, 8, on est quand même dans une excellente position qui peut permettre, comme tu viens de le souligner, en fonction de l'évolution de surcroît des circonstances météo ou de course, de réfléchir. On n'est pas stressé. C'est pas du tout comme si, là, quelque part, c'est lui qui a les cartes en main et c'est Aston qui doit tenter quelque chose. Donc c'est pour ça, tout ce que tu as dit tout à l'heure, j'y souscris, mais tu es obligé de faire quelque chose quand tu es le challenger pour aller chercher celui qui domine. D'accord. Alors que quand tu domines et que tu sais que globalement c'est toi le plus efficace, tu peux te permettre, allez-y, venez me chercher les gars, vous faites ça, voilà. T'as moins de chances de faire des paris perdants, en fait. Évidemment. Ils ne sont pas les seuls à s'être plantés, même si les conséquences sont différentes. Alpine avec Gasly a fait la même erreur. Je crois qu'il y a Hülkenberg aussi. Oui, après c'est vrai, Gasly, t'as raison, c'est un petit peu plus tôt. Et surtout Lando Norris. Et McLaren. Je pense qu'on a suffisamment de GP à nous battre autour de ce plateau. Le nombre de fois où on a vu la météo te dire ça va tomber dans 10 minutes, ça va tomber dans 10 minutes. Et finalement, la grosse averse, elle arrive sur le podium ou quand ils sont en train de c'est ce qu'on pensait hier. Voilà, on est d'accord. Et il s'arrête au 48e tour, quand même, Gasly. Donc, on est bien avant. À ce moment-là, c'est gris. D'ailleurs, on le note et on le dit depuis un moment. On voit que la température de la piste baisse, même ambiante, mais piste, oui. On a perdu 7 ou 8 degrés de mémoire à ce moment-là. On est parti à 46 degrés, on est tombé à 38 ou un truc comme ça. Et on sait que ça joue également sur les pressions, évidemment. Enfin, je vous apprends rien non plus. Même sur un tracé comme celui de Monaco, qui est très lisse et pas très abrasif et tout ce qu'on veut. Et puis en plus, je rajoute encore un élément, c'est qu'à Monaco, on voit rien. Parce que Monaco, il y a la montagne. Et on voit rien, ça arrive de derrière. La turbine derrière et d'un coup d'un seul, il se met à... Exactement. Alors, il faudrait des guetteurs en haut. Mais souvent, tu vas voir qu'ils vont le faire. Ils vont le faire. Reste bloqué là-haut. Ils vont le faire. Souvent, ça reste bloqué là et ça protège un petit peu. Exactement. Et on a tous été surpris, je pense, par l'intensité de la pluie sur cette courte durée. C'est-à-dire qu'il s'est mis à pleuvoir des gouttes. On s'attendait à des gouttes et en l'espace de 2 tours ou 3 tours, Mirabeau, Loves, Portier, c'était... Mais il y avait une rivière. Je peux te donner la raison. Avec Denis Chevrier sur RMC, on a fait la danse de la pluie. Une danse que j'ai appris des Indiens. Et ça fonctionne d'ailleurs. Maintenant, je vais peut-être la faire à chaque Grand Prix. Je vous le dis. Mais s'il te plaît. Franchement, vu la saison 2023, mais vous me direz à quel tour vous voulez que ça pleuve et je ferai la danse de la pluie. En attendant, à Miami, on t'attendait. Parce que... Le rain gate, on va l'appeler comme ça. Écoute, moi, je la souhaite presque systématiquement. On va pleurer. Oui, évidemment. Je pourrais vous écouter parler météo pendant des heures, les amis, mais je voudrais qu'on enchaîne aussi également avec le deuxième enseignement et parler d'Alpine. Il y a quelques années, à un podium d'un Français en Formule 1, on aurait fait l'ouverture de cette émission. On s'est presque habitué, un peu habitué au caviar, on va dire. On s'est embourgeoisé, exactement. Et Esteban Ocon, lui, a fait décoller Alpine hier. Son 3e podium en carrière. Il a été magique en qualification, je crois qu'on peut le dire. Il profite aussi également de la pénalité de Leclerc qui lui permet de s'installer et de partir depuis la 3e place sur la grille. Il a surtout su, pendant cette course, tenir et Sainz et Hamilton, malgré un arrêt raté, parce qu'il reste immobilisé 4 secondes, un peu plus de 4 secondes sur son premier arrêt. Et puis comme en Hongrie 2021, je trouve en tout cas qu'il nous a montré une certaine force de caractère, une certaine force mentale aussi également, au-delà du talent de ce pilote. Et quelque part ce résultat, Alpine en avait besoin. On sait qu'Alpine arrivait avec des nouveautés, notamment un nouveau ponton. Alors on le verra un petit peu plus tard. Je pense qu'ils n'en savent pas plus sur le niveau de performance de leur voiture malgré ce très bon résultat. Il y a la très belle course de Pierre Gasly aussi. Vous allez voir qu'il était un petit peu frustré et qu'aurait pu faire, lui dit qu'il aurait pu faire 4e s'il n'y avait pas eu justement cette erreur de stratégie. 21 points pris à l'arrivée de ce Grand Prix de Monaco pour Alpine, 3 seulement pour McLaren, 0 pointé pour Haas et pour Alfa Romeo. Et Scott Marshafnauer, du coup, est toujours sous la pression de son boss, monsieur Laurent Rossi. Les gars, un mot quand même sur la performance d'Esteban Ocon. J'imagine, Jean-Luc, que ça a quand même dû te plaire hier aux commentaires. Ah ça m'a enthousiasmé. Parce déjà que là samedi. aussi,
Alors, Et déjà samedi. Déjà, Et déjà vendredi aussi. Déjà samedi, où il détient la pole quelques secondes. Je l'évoquais tout à l'heure, de mémoire, c'était environ 1 minute du terme. On savait que les autres étaient en train d'aller vite, mais bon, il l'a détenu, cette pole, fugitivement. Donc, il avait le potentiel. Et là encore, on y revient, c'est vraiment le talent du pilote. Bon, il y a la machine, évidemment qu'il faut une machine, mais je veux dire, là, c'est le talent du pilote qui va chercher, je vais toujours évoquer le grand... Tu l'es sur ton t-shirt, Ayrton Senna. Évidemment, ça veut dire que là, il faut se sublimer, il faut vraiment débrancher tout et donner le... On l'a vu, hein, les ralentis sont magnifiques, on voit qu'on passe même pas la main à la verticale entre le pneu, notamment à la piscine et ailleurs. Bon, ça fout les frissons, quoi. C'est quand même fabuleux. Bon, donc, Esteban fait l'exploit et en course, il résiste et il fait un boulot absolument considérable. Et oui, alors, bon, dans l'euphorie de l'arrivée, il a dit c'est presque aussi bien que ma victoire, ou il a même dit, je crois, c'est aussi bien. Non. Esteban, aujourd'hui, il a dû retomber. Non, j'espère qu'il aura une autre victoire très vite. C'est pas une victoire, mais c'est vrai qu'un podium à Monaco de surcroît, et dans ces circonstances, c'est absolument magique, et c'est ce qu'il fallait pour donner du peps. Alors, est-ce qu'on parle tout de suite des déclarations du patron de l'équipe, ou on attend un peu ? Tu peux en toucher un mot et voilà, on y reviendra je vais après, redire ce que j'ai dit sur MC. Moi, je trouve que Laurent Rossi a été vraiment très dur pour son équipe. Je vais comparer avec toutes les équipes que l'on connaît de foot, de rugby, etc. On peut être dur dans le vestiaire, c'est-à-dire on ferme la porte, et là, on dit, les gars, vous avez été nuls à chier, vous vous êtes loupés là, vu les enjeux, c'est inadmissible, mais pour moi, publiquement, on fait pas ça en disant il y a eu un peu d'amateurisme et dilettantisme, je crois. C'est énorme en Formule 1. Alors, qu'on me dise pas aujourd'hui que Alpine réussit parce que Laurent Rossi leur a soufflé dans les bronches. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Évidemment que le boulot, il est fait depuis longtemps. Alors, ils ont fait des conneries, pour être clair. Bien sûr, Alpine. Et il a eu raison, Laurent Rossi, de leur souffler dans les bronches. La preuve, ils en font moins ou plus. Donc, c'est encore mieux. Mais je veux dire, c'est pas, à mon sens, c'est pas toujours comme ça ou alors c'est vraiment la politique du bâton. Alors là, il fait quoi ? Il dit, vous êtes des bons petits gars, hein, vous êtes montés sur le podium, bravo. Hein. Ils vont se ramollir. Alors, ils vont tomber dans le dilettantisme, ils vont aller jouer au ping-pong, et puis ça y est, ils seront mauvais à Barcelone. Non, c'est pas comme ça que ça marche, la Formule 1. Voilà, je l'ai dit. Et tu vas voir, on va y revenir, parce que j'ai une petite déclat de Laurent Rossi juste après. Ça va te plaire, Jean-Luc. Au niveau d'Esteban Ocon, quand Jean-Luc parle de la déclaration d'Ocon qui dit que c'est quasiment aussi beau que sa victoire, si on prend les circonstances de comment ça s'est passé, est-ce que c'est pas plus beau ou en tout cas plus abouti ? Le problème, c'est que je sais pas, parce que le problème, c'est qu'il y a d'un côté, il y a une lutte pour la win, et de l'autre, il y a aussi le fait qu'à Monaco, tu peux pas doubler. Alors, je sais qu'au Hungaroring, c'est aussi compliqué. Ok, tu peux pas doubler. Du coup, ta perf, tu l'as fait le samedi. Il l'a fait le samedi, sa perf. Justement, comme on parlait Jean-Luc, Pierre Gasly à voiture équivalente ne tapait pas d'épaule provisoire. 4 dixièmes en Q3 entre Ocon et Gasly. Ouais. C'est 4 dixièmes. Bon, après, encore une fois, on en parle tout le temps avec Hamza. Ça fait 6 Grands Prix qu'il est chez Alpine, Pierre Gasly. Donc voilà. Oui. Mais en attendant, la voiture qui a ramené 14 points depuis le début de saison en 5 Grands Prix. Aujourd'hui, Esteban Ocon, il arrive à la placer P4 autant, plus P3 du coup sur la grille avec la pénalité de Charles Leclerc. La course qu'il fait, il a résisté à la pression de Sainz. Ils font les bons calls stratégiques au moment où il faut. Derrière, il a Lewis Hamilton au basque sur la fin de course. Il se retrouve avec un milieu de secteur 1 et début de secteur 2 humide. Enfin, en fait, le nombre de pilotes qui se sont fait piéger, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Logan Sargent, il y en a combien hier ? George Russell, Sergio Perez, il y en a combien Je l'ai dit au début. C'est juste que j'ai fait une liste tellement longue que t'as oublié. T'inquiète pas qu'il va pas l'oublier. Combien il y en a qui ont fait des erreurs hier et qu'Esteban Ocon n'a pas fait ? Zéro erreur. Donc, le podium qu'il chope hier, il y a eu 3 podiums. Sakir, 2020, une course à énorme grabuge et rebondissement avec notamment... atypique, on dit dans ces cas-là, atypique. Bien atypique, puisque c'est Perez qui gagne, Tout à fait. Ensuite, la Hongrie, avec les circonstances qu'on connaît, le strike du maître bowling Valtteri Bottas à ce moment-là, Lewis Hamilton qui repart seul sur la grille. Donc, et certes, il tient Sébastien Vettel, attention. Et là, conditions changeantes, Monaco, voiture qui est vraiment pas dominante, tu vois. Non, tu as raison, en termes de performance, oui. Le week-end, il est mis vraiment bout à bout d'Esteban Ocon. La perf, elle est là dès le vendredi. Les réglages sont optimisés pour le samedi matin. Le samedi après, il est à l'aise avec sa voiture. Et le dimanche, en toutes circonstances, il fait pas d'erreur. Parce que, vu ce qu'a fait Carlos Sainz, derrière lui,
Sincèrement, il aurait pu en faire des erreurs. Ah ouais, vraiment, c'est un brochet le truc. Tu pars en vacances avec Carlos ou t'as annulé finalement votre petit week-end au Baléares? La dernière fois que je suis allé en Espagne, je suis tombé malade, du coup je me suis dit, je risque plus rien si jamais. Sainz, Alonso, ça Oui, commence. c'est vrai que t'as raison. Ça commence. Il y a peut-être une histoire d'ex, à mon avis, d'espagnol dans cette histoire. Juste de côté en Italie, moi. Juste pour revenir rapidement, parce que je pense qu'on a tout dit sur Esteban Ocon, Monaco de toute façon c'est le circuit par excellence où le rapport pilote monoplace est peut-être le plus faible, effectivement, le plus déséquilibré, enfin le plus équilibré du coup. Exactement. Et où la performance pure du pilote, du talent du pilote, a fait la différence. J'aime bien une expression que disait Ayrton Senna, que malheureusement je n'ai pas connue, pure racing. C'est exactement ça. Et les cracks à Monaco, c'est là où ils font la différence. Ouais. T'es un pilote bon, tu peux t'en sortir. T'es un très très bon pilote, un pilote d'exception. C'est là où tu vas gagner. En plus, à Monaco, sur un circuit extrêmement court, c'est là où tu peux gagner 5, 6, 7, 8 positions par rapport à ton coéquipier. Et ce qu'a fait Esteban Ocon, alors moi, à titre personnel, je ne m'y attendais absolument pas. Non, Quand je vois Esteban Ocon violet sur le synthé à gauche, je fais, mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle journée. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le tour, je l'ai revu, il est extraordinaire. J'ai pas l'impression de voir de correction de volant sur l'ensemble de son tour. L'Alpine est bien aussi. L'Alpine est bien aussi à Monaco. C'est un week-end référence. Ouais, mais encore une fois, Gasly s'adapte, etc. Faut la faire, quoi, la position. Alors, il est devant Carlos Sainz en qualification. Il est devant les deux Mercedes en qualification. Alors certes, les Mercedes. Perez se crash, ça aide aussi. Mais encore une fois, il faut la faire. Il faut l'emmener à peine 2 dixièmes de Max Verstappen. C'est ça qui est intéressant. Je vous mets juste la déclaration de Laurent Rossi. Je vous laisse rebondir là-dessus parce que vous voulez tous y venir, à mon avis. Laurent Rossi qui nous dit ceci, c'était hier sur Canal+, dans l'excellente émission Formula One. Laurent Rossi dit, c'est Monaco, c'est spécial. On va voir à Barcelone où est-ce qu'on en est. Ce que je retiens, c'est que quand l'équipe fait du bon travail opérationnel, ça performe. La performance intrinsèque de la voiture, c'est dur à juger parce qu'on est à Monaco. On verra à Barcelone où on en est. On a une base solide pour continuer à développer la voiture. Ça rejoint exactement ce que tu disais, le facteur pilote à Monaco. Oui, c'est une très bonne réflexion, évidemment, très, très cohérente, très intelligente et très inspirée. Alors, juste pour reprendre les histoires de victoire, pour moi, une victoire n'est jamais volée, et je vais évoquer évidemment Olivier Panis. Oui. Et oui, 96, parce qu'Olivier qui part 14e quand même, ça c'est un cas unique dans les annales, et qui l'emporte d'aussi loin. Alors, il avait plu aussi, circonstance, là aussi, on pourrait refaire la course. Ou à 5 À 4 même, je crois. 4, ouais. Pardon ? Ils finissent à 4. La course. 4 voitures. Oui, mais peu importe. Et lui, il gagne. Il fait partie des 4. Et lui, il fait des dépassements, comme il dit. Aujourd'hui, il serait honni, il serait puni, il aurait 15 courses un petit peu comme le fameux duel entre Villeneuve et Arnoux. Bon, on revient pas là-dessus, on fait pas les courses. Mais je veux dire, Olivier a remporté un Grand Prix, ce Grand Prix absolument formidable. Et puis là, j'ai un tout petit trou de mémoire, mais il me semble que Jarno Trulli fait une performance 2004. exceptionnelle. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va trouver quand même un certain nombre de pilotes qui ont été en état de grâce. Alors, je pense qu'Esteban, il sera à nouveau en état de grâce, en tout cas on l'espère, mais on en a eu d'autres qui ont remporté une victoire, c'était là, et il a fallu des circonstances, mais pour exploiter les circonstances, il faut être là. Mais pas que pour la victoire, Jules Bianchi en 2014. 2014, oui, tout à fait. Il termine 9e avec la Marussia. Bah oui. Et 8, et il prend une pénalité. Il prend une pénalité. Il termine 9e de mémoire. Et je me souviens, il y a les essais libres du jeudi à l'époque, les premiers essais libres sacraient souvent un pilote qui n'avait pas l'habitude d'être là. Je me souviens en 2008 d'un Adrian Sutil sur la Force India ou Spiker, je me souviens plus de 2008. En 2008, c'est peut-être à Spiker qui tape le meilleur temps des essais libres. Mais vraiment, l'essai libre 1, il fait P3 l'essai libre 2. Enfin, Monaco, ça reste quand même le moment. Senna 84. Ayrton Senna c'est le meilleur 84, exemple. mais exactement, c'est le meilleur exemple. Et là, sous la pluie, comme par hasard. Ocon, ça a toujours été un pilote performant sous la pluie. À l'époque, chez Manor ou Marussia, je sais même pas comment on l'appelle. C'est Manor. Quoi, c'est Manor Chez Manor en 2016 au Brésil, qui ont disparu. Au Brésil. C'est Match Pro. En 2016, je crois que c'est sa première saison, où il termine, je crois, 11 ou 12e, il termine au port des points, le fameux Grand Prix où Verstappen, il fait un Grand Prix extraordinaire, il dépasse, je crois, à l'extérieur, je crois que c'est Rosberg. Ocon, ça a toujours été un pilote performant sous la pluie. Donc c'est un très bon pilote. Ah oui, mais bien sûr, évidemment. On n'a jamais douté, en tout cas moi personnellement, sur Esteban Ocon, je l'ai toujours considéré comme l'un des très très bons pilotes. Comme l'année dernière, je disais que c'était l'un des meilleurs line-up avec Fernando Alonso. C'est aujourd'hui un pilote référence et je suis ravi de le voir, à titre personnel, je suis ravi de le voir performer à ce niveau. Maintenant, encore une fois, le fait d'être à Monaco,
Il y a plusieurs choses. Je me souviens de Ricciardo qui gagne alors qu'il avait, je crois, un problème de boîte de vitesse. vitesse. Compliqué de venir dépasser à Monaco. Maintenant, il y a aussi le côté inverse, c'est qu'Esteban Ocon, avant de rentrer au stand, il avait dit à son équipe, si vous voulez que j'accélère, dites-le moi. Et au moment où il a commencé à accélérer, ça allumait en vert et sur des mini-secteurs, ça a même allumé en violet. Donc il en avait encore sous la semelle. Donc il était en totale gestion. Il savait qu'Alonso, c'était compliqué d'aller le chercher. Il fallait juste sécuriser le podium, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Exactement. Il a fait le boulot. Voilà, bravo à Esteban Ocon, bravo à Alpine. Il y avait juste un peu de frustration, je lis très rapidement Pierre Gasly, on n'aura pas forcément le temps d'en parler, mais Pierre Gasly qui disait justement à propos de la stratégie qu'il a privée de cette 4e place, on savait que la pluie arrivait et on perd 2 tours en médium, je ne comprends pas la décision, c'était le scénario idéal, on fait un arrêt qui ne sert à rien et c'est dommage car on avait la chance de faire 3e et 4e, ça reste une excellente course pour toute l'équipe et je ne veux pas partager de la frustration avec un podium et une 7e place, on marque énormément de points mais je pense qu'à l'arrivée on doit être 3 et 4 et ça va prendre quelques heures pour que ça passe. Il a tout dit, sauf qu'il ne fait pas 2 tours, il fait 7 tours avec les médiums. Exactement. Il s'arrête au 48e tour et ensuite au 56e. Et au 48e, il n'y a pas une once de pluie. Il n'y a pas une once de pluie. Non, exactement. Non, mais c'est normal. Non, mais il aurait pu étendre. Il aurait pu étendre son relais parce qu'il est parti en hard. C'est justement, pouvait y aller. Mais bon. Non, puis l'avantage que prend Esteban Ocon au championnat, là, Esteban Ocon, il a marqué, j'avais noté la stat, je crois qu'il est à 65% des points d'Alpine. 18-12. 18-12, oui, c'est ça, c'est à peu près ça finalement. 65%. Donc, du coup, oui, je comprends qu'en soi, lui, ça le chagrine. Mais on est dans une logique, et là, il l'a très bien compris, Pierre Gasly, d'équipes qui ne jouent pas encore le titre, et la rivalité entre coéquipiers là est secondaire par rapport au fait de faire progresser l'équipe. Aujourd'hui, elle doit sécuriser cette 5e place et 35 points versus 17 pour McLaren. C'est un énorme pas en avant et vraiment un break qu'a fait Alpine sur cette course à Monaco, je trouve. Par parenthèse, un petit message personnel à la direction de la communication d'Alpine. Oh, attention, Jean-Luc, qu'est-ce que tu fais? Attention, mais décidément, c'est pas parti aujourd'hui. Donc, je vous fais le package et après, on passe à autre chose. Coupe le micro, faut arrêter de mettre le mot équipe dans chaque phrase. Une phrase sur 2, c'est parfait. Parce qu'en tant qu'équipe, on est les équipes et machin. À la fin, c'est un peu répétitif, puis ça occupe la moitié du communiqué. On enlève les mots team et équipe, et alors là, on peut lire, c'est tout à fait audible. Alpine, voilà, c'était un message personnel. On a bien compris qu'ils travaillaient tous en équipe. Ça, on a bien compris. Ouais. Tu penses à Enstone, Viry-Châtillon, une vraie équipe. C'est ça, une vraie équipe soudée, vraiment le team. Alonso, Tu vois, genre, on pousse tous ensemble. Et, bon, si certains n'ont pas encore compris, notez-le s'il vous plaît, comme ça à Barcelone, peut-être qu'on n'aura plus que 52 fois le mot équipe dans le communiqué, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Merci beaucoup. À vous les studios. Merci Jean-Luc pour ce billet d'humeur. On souscrit bien évidemment à tous ces propos. 3e enseignement, fait-il encore équipe avec sa propre équipe? Sergio Pérez en tout cas a coulé. Toi aussi de quoi? Fait-il encore équipe avec sa propre équipe? Oui, parce qu'il fait exprès justement, c'était pour respecter le champ lexical d'Alpine. Tu vois. Moi aussi j'écris des communiqués. Il y en a plus dans les communiqués d'Alpine, tu peux le remettre. Comment s'appelle le pilote équipe justement? Ah ben voilà, bon. Il est estonien. Pérez a coulé du côté de Monaco, trop d'erreurs, beaucoup trop d'erreurs en un seul week-end. Un week-end déjà gâché dès la Q1 à samedi où il va taper honteusement. On s'est même demandé s'il avait oublié de freiner. Bloqué dans le trafic ensuite pendant la course, où on l'a vu très nerveux, notamment ce move sur Lance Stroll, notamment le move aussi également sur Kevin Magnussen. L'erreur aussi également à la piscine qui l'oblige quand même à un 5e arrêt. À Monaco, 5 arrêts, généralement c'est une stratégie désespérée. Et puis il y a aussi également le côté un peu humiliation autour de tous ces faits de course, parce qu'il a quand même testé les pneus full wet, les pneus pluie pour son coéquipier Max Verstappen, qui va lui coller 2 tours à l'arrivée de cette course. Alors, on a beaucoup aimé l'appeler le prince de la ville avec tous ces résultats justement sur les tracés urbains, mais il prend un 25-0 ce week-end et surtout, il n'a plus de joker. 39 points de retard sur Max Verstappen. Fernando Alonso qui revient 12 points derrière Sergio Pérez. Question à brin provoque, on t'a déjà posé, Jean-Luc, lorsque tu es venu lors de la première course. Il a perdu le titre, Sergio Pérez, du côté de Monaco. Il l'avait déjà gagné. Écoute, on est encore, effectivement, avec les annulations de la Chine et malheureusement de l'Italie, on est encore qu'à 6 Grands Prix. Il en reste encore pas mal. Il peut se rattraper. Maintenant, il a affaire à un monument, évidemment, qui est dans la même équipe, avec la même voiture, et dont on sait, a priori, je ne trahis pas de secret, ou peut-être si, que Max bénéficie quand même d'une attention toute particulière de l'écurie, et c'est normal, il est en tête du championnat. Donc là, oui, il s'est pris les pieds dans le tapis du Casino de Monaco, où d'ailleurs, il a été aperçu jeudi, vendredi et samedi, ça fait trop. Donc, malheureusement, oui, on peut dire que là, il s'est raté, mais sur toute la ligne. Et puis, en général, quand on commence à se rater,
et ben, en voulant rattraper les erreurs, on en commet d'autres, et c'est exactement ce qu'il a fait en course. Alors, les paris étaient ouverts. Moi, j'ai rappelé qu'à un moment, je ne sais plus sur quel circuit, j'ai les notes là. Oui, c'est ça. À un moment, en Australie, il part dernier, il finit 5e. Ouais. En Australie, c'est vrai. Donc c'est différent. Verstappen, en 2018, voilà, j'ai tout retrouvé. Il part dernier à Monaco, il finit 9e. Donc le challenge, c'était de finir dans le top 10. C'était possible, sans faire d'erreur. Dans le top 10, je pense qu'il pouvait y arriver. Mais là, il a cumulé tellement d'erreurs qu'effectivement, ça devient presque un gag. On pourrait monter une petite vidéo avec une petite musique rigolote et en accumulant, voilà, Benny Hill. Et bon, le pauvre, on ne va pas l'accabler. C'est un super pilote. Il a affaire à un monstre. Et à chaque fois qu'on côtoie un monstre dans la même équipe avec la même voiture, en général, c'est douloureux. Et là, malheureusement, le Mexicain est en train de s'en rendre compte. Tu disais dans le tableau, il n'a plus de joker. Il n'avait pas de joker. Toute la saison, on le disait depuis le début de la saison, quand tu pilotes face à Verstappen, tu n'as aucun joker. Tu dois être à 100%, 110%, comme Rosberg face à Hamilton. À chaque fois, c'est l'exemple que je reprends. Et espérer que l'autre, sur 2-3 moments de course tout au long de la saison, va peut-être faillir, peut-être être victime de problèmes mécaniques. Et malheureusement, pour Sergio Pérez, c'est lui qui a failli. Donc, il n'avait pas de joker déjà initialement. Là, tu te retrouves avec un 25-0 à Monaco sur les circuits qui correspondent aux caractéristiques du pilotage de Sergio Pérez, parce qu'il paraît-il, il n'est capable de rouler que là-bas. Ça fait mal. Évidemment que ça fait mal. Tu te prends... C'est une erreur, j'aime pas dire impardonnable, inacceptable, parce qu'on n'est pas comme ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est impardonnable pour la sécurité, etc. L'objectif. Après, effectivement, venir cracher ta voiture en tour de Q1 où t'as pas besoin de pousser la voiture. La deuxième tentative en plus. T'as pas besoin de pousser la voiture pour aller te qualifier. Si c'est pour aller chercher la pole, si t'es déjà dans le top 10, t'es même sur un chrono, un premier chrono comme Verstappen, un premier chrono moyen, t'es 5e, 6e, et que tu vas pousser, que tu vas cracher, c'est une grosse erreur. C'est la boulette. Ça arrive. Là, quand t'es en Q1, tu te condamnes à la dernière ligne, à la dernière place. Mais c'est une erreur gravissime quand tu luttes pour un titre de champion. Enfin, quand tu espères lutter pour un titre de champion. Il y a le craquage mental, Brice, mais il y a aussi le fait de cette stratégie, moi que j'ai pas bien compris du côté de chez Red Bull, le faire partir, je crois, en médium, un tour après, lui faire passer les durs. Ils n'ont pas rendu service non plus. Ce sont les stratégies que moi j'aime bien, personnellement. Au Loves, il me semble qu'au Loves, il touche quelque chose, non non, il a pas. Dans le premier tour. Je me suis refait le on-board. Je pensais aussi. En fait, non, c'est stratégique. C'est pas lui. Il faut passer les Hülkenberg, tous ces mecs-là, parce qu'il y a des petits accrochages. Moi, encore une fois, sur ce type d'arrêt dès le premier tour, médium dur. Paf. L'objectif est clair, c'est de rouler avec le clean air. Et justement, c'est payant au début parce que tout de suite, il est le plus rapide en piste. Il est plus rapide que Max Verstappen. Dès qu'il s'arrête, qu'il chausse les durs au premier tour, c'est le plus rapide en piste. Et moi, je pensais que c'était une bonne stratégie, une stratégie gagnante qui pouvait te permettre de remonter dans les points à terme. Le problème, c'est que la stratégie, en fait, elle a trop bien marché dans le sens où Pérez, trop rapidement, au bout de 5-6 tours, effectivement, il est revenu dans la trop boîte rapidement sur le 16, 17, 15, 16, 17e, et il pouvait pas dépasser. Et en plus, les pilotes, il y avait Magnussen notamment, ils étaient en dur. Donc il fallait dépasser sur la piste. Et ça, il n'a pas été capable de le faire. Sergio Pérez est le plus rapide en piste après l'arrêt au stand. Directement, il est le plus rapide en piste, sauf que le problème, c'est que tu as 4 pilotes qui s'arrêtent après le premier tour. Et que lui se retrouve pas leader de ce groupe. Il se retrouve, si je dis pas derrière Stroll, derrière Hülkenberg, derrière Albon ou Sargent. Il est leader du groupe qui s'arrête au premier tour, mais il se retrouve. Ah non. Si. Parce que c'est le premier à arriver sur les pilotes qui ne se sont pas arrêtés, Kevin Magnussen, etc. Et Stroll s'est arrêté. Et à un moment, je me rappelle, il est 18e. Ça m'a marqué, il part 20, il est 18. Et après, il est pas leader. Il n'est pas leader de ce groupe-là. Et c'est ça le problème, c'est qu'au final, il rentre avec ses pneumatiques pour mettre ces durs-là, et il n'a pas du tout le clean air qui était prévu. T'ajoutes à ça le fait qu'à un moment donné, il va se mettre à pleuvoir, donc il va pas terminer sa course en pneus durs, il va devoir se réarrêter. Au final, la stratégie, certes, dans l'intuition, à la base, elle est bonne, mais dans la réalisation, elle a été cata de A à Z. Plus les erreurs. Premier tour, Hülkenberg, Pérez et Joe s'arrêtent. Donc Pérez, quand il ressort, il est en tête de ce trio. Ce sont les 3 seuls qui s'arrêtent. Stroll ne s'arrête pas. Là, il est donc 18e. Il est 18e, effectivement. Et quand il ressort des stands, il a 19-18 secondes de retard. Et il arrive très rapidement, dès le 7, 8e tour, 9e tour, il arrive dans la boîte de vitesse de Lance Stroll. Et là, à ce moment-là, il perd 3 secondes au tour, je crois. Il voulait en 1,16. Il voulait en 1,16. Alors, il est plus rapide que Max Verstappen sur sa sortie des stands, mais secteur violet sur 3 tours
tours de suite. Il est plus rapide qu'absolument tout le monde et il vient aller gâcher ça à ce moment-là. Plus les erreurs derrière. Je sais plus si c'est sur une as. Alors, Hülkenberg, ouais. Il s'arrête au 36e tour pour changer le museau et mettre les médiums. Oui, c'est à ce moment-là qu'il a son accrochage avec la as. Exactement. À la piscine. Avec pas la piscine, au chicane du port. À la piscine derrière, il manque de la perdre et il aurait pu très sincèrement abandonner au moment où il la perd. C'est miraculeux. Ouais, il la récupère miraculeusement à la piscine. Ah oui. Il accroche Stroll aussi. Voilà. Enfin, en fait, de toute façon, après, c'est assez simple de juger de notre position dans le sens où quand tu pars dans le paquet à Monaco, et pour être parti dans le paquet ce week-end, moi, de mon côté, en course, je peux te dire que j'en ai chié. Rappelez-vous Leclerc avec Ferrari lorsqu'il part dernier. Et t'es obligé de prendre des risques. Il y a une notion de surconduite qui rentre un petit peu. Quand tu vois le dépassement que fait Stroll à la rascasse, c'est un dépassement sur aucun autre circuit. Tu tentes ce genre de choses. Tu vas dépasser sur un endroit où c'est plus simple. Sauf qu'à Monaco, il n'y a rien qui est simple. Non. Aujourd'hui, à la chicane du port, ça devient de plus en plus compliqué avec la taille des monoplaces, le poids des monoplaces et le fait que la piste de Monaco devient de plus en plus bosselée. Aujourd'hui, c'est plus. C'est à la bosse, tu décolles. Tu décolles quasiment. C'est quasiment plus simple aujourd'hui de tenter un dépassement à la rascasse ou à Mirabeau qu'à la chicane. Parce que les différences au frein ne sont pas. Et Mirabeau en descente et en dévers, et là, on sait comment ça se termine, malheureusement. Hülkenberg a réussi à le faire. Mais. Voir Hamilton en essai. Oui, c'est pour ça pourquoi moi le week-end il est catastrophique pour Pérez, mais moi je n'en veux pas d'avoir tenté, d'avoir cassé s'il le faut, mais d'avoir tenté. Parce que ces pilotes-là, quand t'as pas le choix, effectivement, t'es obligé comme tu le disais, de surconduire. Et si tu ne le fais pas, tu restes derrière. Moi je préfère un pilote qui prend des risques, même Leclerc à l'époque. Si tu casses. Même quand tu joues championnat du monde. Mais t'as pas le choix. On a l'air de lui taper sur le casque, mais il faudrait le dire à chaque phrase, on respecte infiniment tous ces pilotes. Bien sûr. Là, il s'est raté. Ça doit être le premier à se dire j'ai été nul, je me suis raté. Est-ce que les gars, là où c'est pas gênant, est-ce que en fait, il y a un an, il y a Frédéric Ferret de l'équipe qui était sur ce plateau et qui nous a dit Pérez ne pourra jamais jouer le titre avec Max Verstappen tout simplement parce que mentalement il n'est pas assez fort. Est-ce que quand on regarde le week-end de Sergio Pérez, on se dit pas bah oui, mais on le savait en fait. Mais je sais pas si c'est un problème mental ou si c'est peut-être juste une erreur technique sur un tour de qualification qui te ruine le week-end. Honnêtement, je suis incapable de te dire. Hamza, en fait, c'est une erreur technique sur un tour de qualification, mais combien il va en faire sur la saison qui au final va le reléguer à 90 points c'est peut-être qu'il n'aura pas la faculté c'est ça, de jouer le titre. Mais c'est exactement la même chose qu'on disait à l'époque Valtteri Bottas par rapport à Lewis Hamilton. Il peut se mettre à niveau sur certaines épreuves, sur certains moments, mais que sur 23 courses, ça n'est pas possible. Alors là, on n'en a que 6 de passer. Aussi bien 39 points sur les 16 courses qui vont rester, c'est jouable pour Sergio Pérez. En attendant, la tendance qui se dégage, c'est que Sergio Pérez arrive sur un relais, 2 relais, 3 relais, une course complète, 2 week-ends complets à être au niveau de Max Verstappen, mais qu'à un moment donné, il y en a un, en fait, c'est une machine d'horlogerie pour aligner la régularité, et que Sergio Pérez, l'année dernière, il gagne Monaco grâce à des erreurs stratégiques de Ferrari et une bonne réaction de Red Bull au bon moment. Exactement. Voilà. Et on se dit à ce moment-là, ok, Sergio Pérez est dans le match avec Max Verstappen. Cette année, il a fait une erreur, et à Monaco, une erreur le samedi plombe l'intégralité du week-end. C'est comme ça. Et tu ne peux pas la faire. Tu ne peux pas la faire. Mais Brice, on n'apprend pas aujourd'hui que Verstappen et Pérez sont pas au même niveau. De la même manière que moi, et encore aujourd'hui, on pourra me dire, il y en a un qui est champion du monde qui a fait Rosberg, Hamilton, je les ai jamais mis sur la même échelle, sur le même. Tu parles de Bottas ou de Rosberg? Rosberg, Hamilton. Tu mets un tir gratos encore. Par contre, Nico Rosberg sur un an. Mais il a réussi. Il a été capable psychologiquement, il le dit. Mais il était tellement vidé qu'il s'est arrêté. Donc effectivement, c'est là il le dit. Hamilton n'était pas là non plus. Il a été capable. Hamilton n'était pas là et Hamilton a aussi eu des problèmes mécaniques. Ça veut dire que tu as eu un ensemble de circonstances qui ont fait que derrière, Nico Rosberg est champion du monde. L'ensemble de circonstances, je ne sais pas si ça arrivera peut-être ou pas à Max Verstappen. Par contre, il faut que Pérez de son côté, il se positionne et il fasse un sans faute. Et pour l'instant, il le fait pas. Le fait est que plus ça va, plus on a de courses également, et que du coup, plus ces circonstances sont amenées à être pondérées, atténué par le fait que il y a plus de compris. Voilà, une erreur pèse moins lourd dans le principal, la règle, la tendance, elle va davantage avoir d'opportunités de s'exprimer. Et en l'occurrence, si on avait des courses à 16 Grands Prix, peut-être que Pérez aurait plus de chances d'aller chercher un Max Verstappen. C'est certain. Mais là, avec des saisons à 23, alors 22 du coup, si on vire Imola. Oui, la Chine n'est pas là et Imola, on ne sait pas si ça reviendra. Au final, il ne peut pas avoir des week-ends comme ça s'il s'affirme, parce que je vous rappelle qu'il y a 2 semaines,
Il s'affirme en disant genre je vais lutter avec Max pour le titre. C'est ça qui est gênant. Mais c'est normal, intellectuellement, il en a besoin. Donc oui, mais il va pas commencer à dire bah non, je suis là, mais j'y arriverai jamais. Est-ce qu'il s'est pas mis trop de pression, etc. Oui, Hamza à l'époque de Bottas me disait toujours j'en voudrais jamais un pilote de pas être champion s'il n'a pas le talent pour l'être. Et je le comprends. Tu vois, mais après, quand le pilote, dans sa communication, me dit non, moi je lutte pour le titre, je vais le juger par rapport à cette lutte pour le titre. Mais c'est normal qu'ils disent ça, encore une fois, parce que les 20 qui sont sur la grille se disent ça en sachant. Ouais, mais tu vas pas avoir Ocon qui va te dire je joue le titre cette année. Non, mais à terme. Non, il va te dire à terme. Dans sa tête, il dit je vais gagner le Grand Prix. Sinon, il prend pas le départ. Tu veux être à la hauteur de Max, tu ne peux pas faire des week-ends comme tu l'as fait là. Tu peux pas te sortir en Q1. Exactement. Perez, on aurait pu en faire un débat, les amis, et on va continuer à en parler tout au long de cette saison. 4e enseignement, je suis désolé, les gars, je vous le dis d'avance. On aura moins de temps que prévu pour parler, bien sûr, de la qualif incroyable. La qualif, c'est de l'art du côté de Monaco. Et cette question que j'ai envie de vous poser, et après tout, puisqu'on s'est régalé le samedi, puisque c'était même la quintessence, le pur esprit du sport automobile tel qu'on l'aime dans cette course au temps, est-ce que tant pis si on a une procession le dimanche, est-ce que d'ailleurs c'était pas la plus belle Q3 de la saison, est-ce que ça ne fait pas passer justement la pilule de cette procession, et peut-on vraiment rendre les courses plus intéressante du côté de Monaco, où c'est difficile quand même d'élargir, voire impossible d'élargir la piste, où les voitures, vous le répétez tous les trois suffisamment assez, sont malheureusement beaucoup trop monstrueuses pour qu'on ait du spectacle en piste le dimanche. Écoute, franchement, écoute, je vais faire un parallèle. Vous me direz si vous le trouvez pertinent ou pas, mais... Non. Jean-Luc, ce matin, ça commence à faire beaucoup. Gagnons du temps, Brice, vas-y. Viens, on fait stop. Parle en confiance, nous t'écoutons. J'ai perdu ce que je voulais dire. Excuse-moi. On voit si on voit le week-end des fins comme un package complet de spectacles et qu'on le compare à un match de foot, ça voudrait dire que les essais libres, ou en tout cas la qualification, c'est le début et le Grand Prix, c'est la fin. Si on a une première mi-temps exceptionnelle dans un match de foot, mais une deuxième un peu plus pauvre, est-ce qu'on se dit le match a été pourri? Pas forcément. La qualification, c'est un peu la première mi-temps d'un week-end de Grand Prix. Si on a une qualif incroyable, est-ce qu'on a réellement besoin qu'on ait un dimanche incroyable? Est-ce que la course, c'est la quintessence même du sport automobile, ou est-ce que la course et l'exercice au temps, à savoir le tour, la qualification, c'est la quintessence même? Quid des fans de rallye? Ils ont besoin de course, eux? Non, c'est du temps en fait. C'est de la performance au temps, c'est de chercher de la limite. C'est ça le rallye. Alors évidemment, il y a beaucoup moins de spectateurs, mais au final, c'est la quintessence du sport automobile. Moi, ce que j'ai vécu samedi, on le vit quand même pas souvent. Et il n'y a pas beaucoup de circuits qui nous l'offrent. C'est vrai. Donc, quand on voit le nombre de circuits où Verstappen met 7 dixièmes à absolument tout le monde, et que le classement de la Q3, tu le connais avant le début de la Q3, moi, personnellement, ce que j'ai vu samedi, je me suis régalé, comme un Singapour 2017 et comme un Monaco 2005, où j'ai remis le tour sur Twitter parce que c'était incroyable et qu'on vit des émotions, on a des frissons quand on regarde ce genre de choses. Donc, évidemment, le dimanche, c'est une course d'intelligence, c'est une course de tenir, en fait. Il faut tenir dans ces rues à 300 à l'heure, parce que le mec de derrière sera à l'affût de la moindre erreur. C'est pas une course de dépassement, c'est pas une course de spectacle. Non, ce n'est pas une course de spectacle. Par contre, c'est une qualif de spectacle et c'est une course d'intelligence. Il faut pas exiger les mêmes choses à chaque fois de tous les circuits, parce que tous les circuits ne nous offrent pas les mêmes aspects du sport automobile. Le sport automobile, c'est pas comme le foot, entre guillemets, à savoir, il faut marquer un but. Non. Le sport automobile, c'est plein d'aspects différents qui rentrent en jeu, que ce soit le dessin des voitures, que ce soit la puissance des moteurs, que ce soit l'exercice au temps sur une qualification, que ce soit l'intelligence de course ou la gestion des pneumatiques. Et on peut pas exiger la même chose tout le temps de tous les circuits. Ce qu'on a eu ce week-end, c'était bien. N'en déplaise à ceux qui disent que Monaco, c'est à chier. Jean-Luc, ton avis sur tout ça? Moi, j'en reviens à l'organisation du week-end, et ça, je le répéterai, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Faudra vous y habituer. Bon, c'est bientôt, hein, mais non, je rigole. C'est pour que vous disiez ça. On sera là. Donc, je commence. Avant, c'était mieux d'abord. Non, mais il y avait un week-end qui était linéaire, qui était le même partout et que tout le monde pouvait lire, même quand on était non spécialiste. Il y avait une séance d'essai libre le vendredi matin, qui durait 1h30 d'ailleurs, par parenthèse, et puis il y avait une qualif le vendredi après-midi. Tout le monde l'a oublié, mais il y avait une qualif. Ça veut dire que le vendredi, quand on me dit « le vendredi, ça intéresse personne », les gars, recréez une qualif. La FIA là, et la FOM, regardez ce qui se passait. Et vous aviez une grille. Ça veut dire que le vendredi, on établissait déjà un classement, donc il y avait du grain à moudre. Pour reprendre ce que tu disais, Brice, oui, on avait déjà cet exercice extrêmement particulier qui permettait d'établir la grille. Alors après, on avait déjà ça. Après, le samedi matin, on avait à nouveau
par parenthèse, toujours au même horaire local. C'était simple, c'était à 10h. Donc on avait 1h30. Donc sur tous les circuits du monde. Mais non, mais aujourd'hui, moi le premier, on me dit c'est à quelle heure les... J'en sais rien. On regarde parce qu'un coup c'est à la moitié, un coup... Pourquoi, grand Dieu? Bon, je continue. Donc on avait une séance d'essai libre le samedi matin et une deuxième qualif l'après-midi. C'était parfait. C'était le même process partout. On avait du spectacle le vendredi et le samedi. Et on arrivait, comme tu le dis, au point culminant avec des exercices différents, de la longévité, de la stratégie, un poil moins à l'époque. Mais je rappelle aussi, enfin, là, allez, une deuxième, je vous fais le package, comme aujourd'hui c'est le jour des packages. La radio, moi j'en ai marre. Parce que la détermination du pilote, la lucidité du pilote, la clairvoyance du pilote, c'était absolument fabuleux. Tu parlais d'Alain Prost, le professeur, Niki Lauda, l'ordinateur, Magic Senna, etc. Ces gens-là, en pilotant, ils étaient capables de comprendre, de regarder les écrans, ils voyaient ce qui se passait derrière, regarder les temps. Ils se démerdaient, en parlant poliment, quasiment tout seuls. Et ils avaient un petit panneau de temps en temps. Et voilà. Et donc, c'était des qualités de pilote qui étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Je suis désolé, mais pour moi, faut revenir à ça. Voilà. Pilotage à l'instinct, c'est ce que tu disais dans ton bouquin. Que Monaco est. Dans ce qui a été dit ici, je rejoins déjà tout le monde. Et puis surtout, cette qualification m'a fait rappeler en quoi ce sport est extraordinaire et en quoi ce sport est exceptionnel au sens premier du terme. C'est un sport d'exception, piloté par des gens qui ont des talents, qui ont des compétences exceptionnelles, que nous et que personne n'aura. Quand je regarde, je vais mettre des tirs gratos, j'en suis désolé, les circuits parking, Sochi, le Castellet et tant d'autres. Lorsque même Monza, on va supprimer le bac, enfin on l'a supprimé, je crois qu'on l'a remis maintenant, le bac à gravier sur la parabolique. Moi, pourquoi j'aime la F1 ? Parce que ces mecs-là conduisent des monoplaces que je ne piloterai jamais. Exactement. Et surtout parce que une erreur d'un pilote d'exception, elle est payée cash. Exactement. Pérez, c'est une erreur, c'est cash. Alors c'est peut-être trop dur, peu importe. Une erreur, c'est cash. Quand un pilote commet une erreur à Sochi, c'est pas grave, je me rate sur mon tour, je coupe un peu trop, et puis au final... Le plus difficile, je pense, en F1, encore une fois, je suis pas pilote, et ce serait à eux de nous le dire, c'est de trouver l'équilibre entre la prise de risque maximale et la prise de risque qui va t'amener au crash. La limite, elle est ténue. Parfois, on l'a vu avec le tour de qualif de Verstappen, tu vas toucher le mur, tu vas embrasser le mur. Parfois, tu vas casser. Et ce que j'ai vu, moi, à Monaco, encore une fois, ça me rappelle en quoi ce sport, il est extraordinaire, parce que ces pilotes d'exception, ils nous ont fait... moi, personnellement, c'est la plus grosse émotion, la qualification de Monaco que j'ai eue cette saison. Et je n'ai pas souvenir d'une qualification aussi intéressante sur ces 3, 4, 5 dernières années. Et indécise. Jeddah 2021. Oui, c'est vrai. Avec la dramaturgie de la fin. C'est vrai. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a le contexte de la saison qui fait que... Là, on est en début de saison. Quand je vois Esteban Ocon qui arrive de nulle part, qui va te foutre un temps de pôle, moi, excusez-moi, je ne m'y attendais pas. Et c'est aussi pour ça que je regarde la F1. Et encore une fois... j'avais perdu peut-être ce sentiment de comprendre que ce qu'ils font, c'est difficile en fait. Parce que quand je les vois piloter par exemple à Sochi, bon bah tu te rates, c'est pas grave. Si tu sors, c'est pas grave. Là à Monaco, ce n'est pas le cas. Et je reviens souvent aux années, alors tu les connais sans faire offense à qui que ce soit sur le plateau, bien mieux que moi, les années 80-90, quand les pilotes avaient une boîte manuelle, il n'y avait pas de direction assistée, et que tu les voyais piloter parfois à une main à Monaco. Et il terminait à Monaco la main en sang. Moi je me rappelle, Patrick Tambay m'a montré plein de fois la paume de sa main en sang. Là, on changeait 3400 fois de vitesse. Nous, spectateurs et téléspectateurs, on avait la notion de l'effort et la notion de ce que faisaient ces pilotes. Cette notion, on l'a perdue aujourd'hui avec la Formule 1 actuelle, surtout à cause des circuits, pas à cause des voitures, surtout à cause des circuits. Et quand tu vois Monaco, quand tu vois Singapour, là, on se remémore pourquoi est-ce on en parlait avec Manu hier, c'est aussi les voitures, parce que plus la voiture est grosse, moins t'as cette impression-là de fusée. Elle a pris 400 kilos la voiture. Oui, voilà. Elle a pris 400 kilos avec les batteries. Et quand tu regardes justement, je rabâche ça sans arrêt, mais les tours d'Alonso et de Raikkonen en 2005, c'est à ce moment-là que tu comprends que ce qu'ils font, c'est pas que t'es pas capable de le faire, c'est qu'il y a que eux qui peuvent le faire. Si, quand même. Il y a aussi qu'on n'est pas capable de le faire. Non, mais il y a les deux. Non, je rigole. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois ça et tu te dis, ils sont d'une autre planète. Et en fait, quand tu regardes une course aujourd'hui avec ces monoplaces plus grosses et ces circuits qui sont plus larges, des caméras plus lointaines, t'as une sensation de vitesse qui est un peu moindre quand même, et où tu as cette sensation, en tout cas pour le tout venant, de te dire... Je pourrais me mettre dedans, je serais dernier, mais pas ridicule, tu sais. Alors que si tu regardes une F1 de 2002 sur le Hockenheimring à l'ancienne, passer mais dans la forêt à des vitesses pas possibles, mais tu ne peux pas faire ça.
Tu ne peux pas faire ça. Ce que fait Hamilton en 2017 à Singapour, à la qualif, tu peux pas faire Bien ça. sûr. Et en course, tu te rends pas compte parce qu'il y a l'économie de pneus, parce qu'il y a un train-train, parce que machin. En qualif, avec des monoplaces qui sont vides, avec des pilotes qui sont acharnés. Et c'est aussi pour ça qu'Alonso fait du bien avec sa grinta et son pilotage, tu vois. Tu sais, en qualif, c'est un peu, pour ceux qui ont joué à PES, c'est la flèche rouge. Ouais, exactement. Flèche rouge pour la voiture et pour le pilote. Ça veut dire que tout le monde est à 120, 130, est en sur-régime sur un tour. Ça dure 2 minutes, mais c'est fantastique. Et j'allais dire, pour encore une fois abonder, c'est bien, on est tous d'accord. Fantastique, il n'y a pas de débat. J'allais, à l'époque des F1 des années 80, avec les turbos, qui pesaient donc très peu, qui en plus, c'était un tour avec les pneus de qualif. Ouais. Donc tu vois ce que je veux dire. C'était une boule de feu. Moi, je me souviens au Paul Ricard avoir vu, en étant dans la verrerie, parce qu'on avait le droit d'y aller, en voyant arriver, tu voyais arriver les mecs en qualif, avec la pression de turbo bloquée, la Westgate, que dalle. Ils avaient donc 1200 chevaux, on le sait maintenant, une boule de feu, tu avais cette boule de chaleur, je peux te dire, tu reculais derrière l'oreille, tu dis, là, j'en ai encore les poils, tu vois, tu te dis, mais putain. Et un mec bien vénère dedans, tu vois. Ahurissant. Alors je te dis, je sais, ça fait vieux d'az à chaque fois que tu dis ça, c'était mieux avant, mais là, c'était des émotions, tu en parlais, extraordinaire, quoi, parce que ils avaient un tour, puisque les pneus de qualif, c'était comme ça. Je dis pas qu'il faut revenir aux pneus de qualif, mais on va dans ce sens-là. Aujourd'hui, direction assistée, quand même, les vitesses qui se passent comme ça. Bon, on va dire que les pilotes souffrent de G, mais à part ça. Un petit retour du levier. Parfois, ils Parle pas sortent du talent pour aller vite. Parfois, ils sortent de la voiture sans transpirer. En tout cas, on a compris. Votre avis, non, mais c'est vrai. Des fois, mais parfois, certains grands prix, Verstappen, tu à Miami, ils avaient chaud parce que c'était chaud et humide, mais parfois l'inverse. À 9 degrés. C'est forcément un petit peu différent. Et puis la Formule 1, vous l'avez dit, les gars, le dimanche, c'est une course à l'économie, à l'endurance. Là, on a la quintessence de la puissance de cette monoplace. On fait un point très rapide sur le classement des pilotes et des constructeurs. Vous dire qu'il y a 39 points d'écart entre Max Verstappen et Sergio Perez, forcément ça grandit, Alonso qui est revenu quand même à 12 points de Sergio Perez. Et puis chez les constructeurs, on notera quand même que l'absence de points de la part de notre ami Lance Stroll fait que Mercedes revient à 1 point désormais de Aston Martin. C'était bien sûr à préciser. 2, rendez-vous, les amis. Si cette longue vidéo ne vous a pas suffi, pour attendre mercredi, vous pouvez aller bien sûr du côté de Winamax TV. On s'est posé une question, les papis font de la résistance. Combien de temps encore Alonso et Hamilton pourront truster le haut du classement? Et est-ce qu'ils pourront aller, pourquoi pas, chercher un 3e et un 8e titre? Vous allez voir Winamax TV, bien sûr, pour voir tout ça. Et puis le programme de mercredi, parce que Jean-Luc sera avec nous mercredi pour le Grand Mag. Et là, on va vous préparer quelque chose de grand. Pourquoi la France n'a qu'un seul champion du monde? Ça, c'est une question à $1 million, les gars. Interview avec Jean Alesi, qui va nous raconter des très très belles anecdotes. Je crois même que Jean-Luc va nous en raconter une bonne sur l'ami Jeannot. Pourquoi on n'a pas eu de successeur à Alain Prost? Est-ce que c'est un manque de talent? Est-ce que c'est un manque de soutien? Est-ce que c'est un manque de chance? Est-ce qu'on se cache derrière certains paravents pour expliquer cela? On va parler de tout ça et puis on aura un petit quiz, le retour du quiz pour ce mercredi sur les pilotes français. Oui, bon, c'est comme ça, c'est tombé du ciel. Ça faisait longtemps. Merci Jean-Luc, on se retrouve mercredi. Avec plaisir. Merci beaucoup les gars et merci à vous bien sûr d'être toujours aussi fidèles avec les pistonnés. Salut.